On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. On joint Luc La Liberté, notre spécialiste en politique américaine, qui a laissé tomber la cravate exceptionnellement pour cette avant-dernière chronique de l'année. Je sais pas peut-être qu'il ne lui en reste plus. Non, As-tu épuisé ton stock? Non, pas encore. Écoute, j'avais remarqué la dernière fois que tu n'en avais pas. Je me disais, on va être harmonisés, Francis et moi. Tu vois, aujourd'hui... Malheureusement, on s'est pas appelé avant. Je porte une cravate. Ça arrive dans un couple comme ça. Bon, écoute, on fera pas une minute de silence parce qu'on est à la radio, puis à la radio, une minute de silence, c'est une éternité, mais ça reste qu'on a appris le décès de Jimmy Carter, donc à vénérable âge de 100 ans. Une triste nouvelle. En même temps, à 100 ans, je pense qu'il a vécu une vie pleine et entière. Raconte-nous peut-être, de ton point de vue, qui suit la politique américaine depuis de nombreuses années, qui est Jimmy Carter? Qu'est-ce que ça représente pour toi, la vie et la carrière d'un homme comme celui-là? Écoute, quand on a... D'abord, tu viens de l'évoquer, centenaire. Faut y penser. Anecdote en passant, il est le premier président à naître dans un hôpital. Donc, les autres étaient nés souvent à la maison. Donc, c'est dire à quel point on remonte dans le temps. 100 ans, c'est... Bien des choses ont changé entre la naissance et le décès de Jimmy Carter. Et c'est un des présidents, j'ai envie de te dire, intéressants du 20e siècle, puis j'ajouterais le 21e siècle, parce que il a finalement été plus souvent reconnu, on a plus souvent souligné son travail avant et après sa présidence que le travail pendant sa présidence. Ouais. Écoute, c'est quelqu'un qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, fait son cours d'officier. On va le mettre à bord d'un sous-marin. Il va intervenir pour régler. Il va étudier le nucléaire déjà à bord des sous-marins. Il va venir plonger au cœur d'un réacteur en Ontario comme lieutenant à bord d'un sous-marin nucléaire. Donc, c'est quelqu'un qui va se démarquer dans ses études, c'est quelqu'un qui a fait preuve de courage, de résilience avant. C'est lui qui va relever l'entreprise familiale. On a souvent fait un peu des blagues avec ça en disant c'est une ferme de peanuts, d'arachides, mais sa conjointe et lui, souvent, c'est facile de faire des petites histoires à l'eau de rose quand on le veut en politique américaine, mais ce sont deux conjoints, c'est la plus longue relation de couple de l'histoire de la présidence américaine, c'est quelque chose comme 77 ans de mariage. Et Jimmy Carter a souvent dit, c'était pas pour la forme, il a dit, je serais pas là si c'était pas de Rosalynn Carter. Et c'est intéressant de voir que ce soit en affaires, que ce soit quand il relance la ferme familiale, autant que quand il se lance en politique, c'est souvent même elle qui est plus stratégique que lui. Parce qu'il faut savoir qu'il a été sénateur de son État, il a été gouverneur de son État. Avant d'accéder, ça avait été un peu un étonnement pour bien des gens, incluant un certain nombre de démocrates, avant donc d'être le candidat puis d'être élu en 1976. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer à quelques reprises depuis le décès de Jimmy Carter, mais j'ai envie de te dire, ça fait un peu facile, ça fait un peu guimauve, mais il incarne un terme, une expression qui manque cruellement ces années-ci en politique américaine, la décence. Et ma critique va autant vers les démocrates que vers les républicains dans les dernières années. Mais quand on observe l'ensemble de sa carrière, ce qu'il a fait comme président et ensuite, c'est difficile de pas reconnaître que ce type-là était attachant et qu'il s'est comporté de façon décente. C'est pas rien quand il entre à la Maison-Blanche, on est dépendant du pétrole, on le sait, il va vivre avec une crise énergétique. Je t'entendais parler d'énergie juste dans l'entrevue juste avant la mienne. Donc, il a eu à gérer cette crise de l'énergie. Puis en même temps, lui et son prédécesseur, Gerald Ford, ils ont eu à gérer aussi une crise de confiance des Américains envers leurs dirigeants. Faut pas attendre Joe Biden ou Obama ou Donald Trump pour dire les Américains doutent de leur président. Après les mensonges de Lyndon Johnson, qui était là pendant les années 60, celui qui succède à Kennedy, mais qui va mentir à la population américaine au sujet du Vietnam. Après, bien sûr, le départ imposé de Richard Nixon, qui est le seul président à ce jour à avoir démissionné.
Ford et Carter incarnent le retour d'une forme de décence. Je reviens encore avec ce terme-là. Et même sa présidence, hein, on dit souvent, là, il a gagné le Nobel. C'est le seul président américain qui a gagné le Nobel après avoir occupé la présidence. Mais je trouve qu'on a même été très dur à l'endroit de sa présidence. Donc, il est souvent coté par les historiens américains sous la moyenne. Et je leur montrais au moins dans la moyenne. C'est facile pour moi maintenant parce que j'ai plus de perspectives, mais il n'a pas démérité. Il a payé pour un style, il a payé pour, bien sûr, cette crise de l'énergie et surtout pour les fameux otages américains à l'ambassade américaine en Iran. Donc, oui. Voilà. Donc, cette crise-là lui a valu beaucoup de critiques. Mais lui, s'est toujours fait un point d'honneur de dire dans l'ensemble de sa politique étrangère, on n'a pas déclaré de guerre, on n'est pas intervenu militairement, on n'a pas tiré une balle pendant ma présidence. Il est intervenu, c'était pas rien, sur l'Égypte et Israël. Donc, on avait négocié une paix pendant cette période-là. Puis, écoute, j'aurais 1 million de choses à dire, mais une dernière. Quand on regarde la question israélienne aujourd'hui, un des problèmes qu'on a dans les dernières années puis dans la période récente, c'est la fameuse colonisation israélienne en Cisjordanie. Et Jimmy Carter, à l'époque, on lui avait reproché sa sortie contre Israël, mais il déplorait, lui, cette colonisation juive en Cisjordanie. Et il avait dit, il n'y aura pas de paix ou de paix durable tant et aussi longtemps qu'Israël ne va pas changer de politique. Qui aujourd'hui peut dire que Jimmy Carter n'a pas raison, à tout le moins, sur ce point? Donc, ça avait été beaucoup moins populaire à l'époque. Aujourd'hui, finalement, il fait presque figure de devin si on considère qu'il dit ça pendant sa présidence. C'est intéressant et j'en ai moi-même parlé ce matin à l'émission d'Alexandre Moranville-Ouellette, Luc, sous l'angle économique. Ouais. C'est un peu un des paradoxes. Hein? Et bon, M. Carter, rappelons-le, qui n'a été là que pendant un mandat, a pris plusieurs décisions et donné à son gouvernement des orientations qui étaient, bon, de ma lecture d'économiste, les bonnes, mais qui étaient impopulaires. Hein? Et notamment, je rappelle que c'était une époque, comme tu l'as expliqué, où il y avait une crise énergétique. On se rappelle début des années 70, création de l'OPEP là, et tout ça, les enjeux d'approvisionnement. Tu as parlé de l'histoire des agents, en fait, de l'ambassade américaine en Iran. Tout ça est une période assez chargée qui amène une forte augmentation du prix du pétrole. Et une des initiatives que M. Carter a voulu mettre en place, c'était de travailler notamment sur l'efficacité des véhicules, hein, le miles per gallon. Hein. Puis, bon, aujourd'hui, on parle de véhicules électriques 50 ans plus tard, mais ça reste que c'était le début de quelque chose. Puis c'était assez... Il y a eu une... Comment dire? Les gens ont repoussé du revers de la main ces mesures-là en disant, ben non, c'est pas à nous de faire ces efforts. Et de même, dans ces chicanes, si tu veux, avec le gouverneur de la Réserve fédérale, d'abord M. Merrill, puis ensuite M. Volcker, qu'on a très bien connu comme l'un de ceux qui ont servi longuement comme chairman de la Réserve fédérale, une nécessité d'augmenter les taux d'intérêt. Encore une fois, je trouve qu'il y a énormément de parallèles avec aujourd'hui. On vivait une forte inflation et M. Carter soutenait le président de la Fed en disant oui, les taux élevés sont normaux, il faut garder l'inflation sous contrôle. Encore une fois, 2 registres de mesures très impopulaires sur le moment, mais qui, avec le recul, étaient absolument nécessaires et ont marqué la vie politique. Et c'est lui qui va parler de changement climatique de façon importante, qui va parler d'environnement. C'était symbolique, plus symbolique qu'autre chose, mais rappelle-toi que c'est lui qui fait installer aussi sur le toit de la Maison-Blanche des panneaux solaires. Donc, quand on parle de crise énergétique, Obama avait été critiqué pour avoir investi, lui, dans l'énergie solaire comme président, mais on oublie, faut se rappeler l'écart entre les deux. Jimmy Carter fait déjà ça. Et c'est pas à toi, bien entendu, que je vais l'enseigner ou l'apprendre, mais quand on regarde ces chiffres pour l'économie américaine, je pense surtout que Carter a été un mauvais vendeur. Il a souvent joué la carte du pessimisme ou du réalisme à outrance. C'est-à-dire que ça sera pas facile. Ronald Reagan a vendu ça très différemment, avec sensiblement les mêmes chiffres quand il arrive au pouvoir. Et là, on avait l'impression que c'était un nouveau matin, hein, c'était le slogan qui se lève sur les États-Unis. On avait quelque chose d'enthousiasmant, d'excitant. Alors, comme sous M. Carter, on avait l'impression que ça allait être dur. Et on savait que ça allait être dur, mais la façon de le dire, de le présenter, a peut-être fait que ce que toi et moi, on est en train d'évoquer, finalement,
il l'a moins bien passé que ce qu'il aurait pu faire. Facile avec la perspective, encore une fois. Mais j'ai l'impression qu'il y avait ça chez Jimmy Carter, ce refus de jouer la carte de la vedette ou la carte. Et imagine, je sais pas comment il réagissait aux réseaux sociaux à la toute fin de sa vie, mais il a dû voir le phénomène. Hein? Ça a commencé Twitter et la campagne Obama, ça avait été très fort. Puis ensuite, ben là, on a vu le phénomène Trump à 2 reprises. Donc, j'aurais été curieux de l'entendre sur les réseaux sociaux. Il était déjà très avancé en âge et largement préoccupé par autre chose. Oui, certainement. Bref, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre ses habiletés de vente et les mesures qui ont été celles de M. Carter et celle de M. Biden, et le fait qu'ils aient été tous les deux remplacés par des stars de la télé qui sont de très bons vendeurs avec, parfois des idées un peu alambiquées. Bref, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette belle rétrospective sur la vie et la carrière de M. Carter, dont je rappelle le décès au vénérable âge de 100 ans. On se retrouve demain pour une petite dernière. Luc, tu nous... on termine l'année ensemble, donc... Exactement, juste avant la fin, jusqu'à la toute fin. Voilà. On est comme les violonistes du Titanic, toi et moi. Merci d'avoir été là tout le long et à demain. Et je peux te dire que ça coule au Québec aussi, donc on a beaucoup de pluie tant qu'à pousser l'analogie plus loin. Avec plaisir. Salut Luc, à demain. Bonne fin de journée, bye.